Crime et justice, la saga judiciaire de Midi Libre. Un récit écrit et raconté par François Barrère de la rédaction de Midi Libre. Octobre 2007, l'affaire Fred Garcia, l'artisan devenu kidnappeur. Le 9 octobre 2007, Astrid, 35 ans, est enlevée par un homme qui réclame 400 000 € à sa famille. C'est le début d'un cauchemar qui va durer 55 heures. À la PJ de Montpellier, une centaine d'hommes est mobilisée, jusqu'au dénouement qui va surprendre tout le monde, car le ravisseur n'a rien à voir avec le grand banditisme. Je viens vous enlever. Mardi 9 octobre 2007, vers 8h30, Astrid, 35 ans, vient juste de servir le petit déjeuner à ses deux fillettes dans sa villa de Clermont-Lérault, lorsqu'un homme en cagoulé lui braque une arme sur la tête. J'ai crié. Il m'a mis le pistolet sur la tempe. Derrière, je voyais ma petite fille en train de manger sa tartine. Il m'a menotté dans le dos. Il disait qu'il représentait un groupe de 17 personnes qui avaient fait la guerre du Golfe et avaient l'habitude de tuer des gens. Racontera plus tard la mère de famille. Elle se retrouve menottée dans sa chambre, contrainte d'appeler sa propre mère, qui vient écouter les instructions du ravisseur, 400 000 € à remettre en liquide, que cette famille propriétaire de plusieurs supermarchés doit rassembler au plus vite. Et puis l'homme pousse Astrid dans sa voiture et il disparaît. Pour Annie, la mère d'Astrid, l'heure est au dilemme. J'ai prévenu la famille. On s'est tous retrouvés à la maison. Je n'avais pas l'intention de prévenir la police, sachant qu'il avait dit qu'il nous tuerait tous, les uns après les autres. Pourtant, l'après-midi, après avoir pris conseil auprès d'un autre chef d'entreprise qui avait lui aussi vécu un rapt, Annie change d'avis. Il m'a mise en contact avec un policier qui m'a dit que toute seule, je ne m'en sortirais pas. Que même si on payait, c'était pas sûr qu'il la libère. Alors à 14h, j'ai dit OK. Pendant ce temps, un bandeau sur les yeux, Astrid, terrifiée, est conduite dans une sorte de sous-sol, à plusieurs kilomètres de là. On est passé sous une espèce de bâche. Il m'a installé sur un matelas. J'ai passé la nuit sans dormir. Il fallait que je tape des pieds. Il y avait des rats partout. À la PJ de Montpellier, on déclenche l'état d'urgence. Avis à toutes les voitures, nous vous signalons la disparition d'une jeune femme de 35 ans ce matin à Clermont-Lérault, enlevée par un homme encagoulé. Le ministère de l'Intérieur est alerté. On dépêche des renforts depuis Toulouse, depuis Marseille. Au total, une centaine d'hommes est mobilisée, ainsi que 2 négociateurs, des policiers qui ont déjà vécu ce type de situation et qui vont s'installer à temps complet auprès de la famille. Une tâche difficile. Il faut faire l'interface entre les enquêteurs, la famille et les auteurs de l'enlèvement, explique le commandant Pierre Folacci, qui a vécu ces jours dramatiques avec la mère et le mari de l'otage. On arrive dans une famille qui est dans une crise terrible et il faut se faire accepter. On doit aussi faire passer dans les esprits la doctrine policière française qui depuis 40 ans est de ne pas payer la rançon. Le seul lien avec les ravisseurs, c'est l'argent. Si on paye, c'est terminé. Il faut attendre des nouvelles du ravisseur et faire progresser l'enquête à partir des rares indices disponibles. Tout autour de Clermont-Lérault, des policiers en civil quadrillent le terrain, observent, repèrent. Dans le ciel, un avion est mobilisé à très haute altitude pour participer à l'enquête. Et le temps passe. Terrible pour Astrid, à qui son ravisseur vient donner à manger la nuit dans son cachot sombre et humide et parle du reste de l'équipe de malfaiteurs qui veille là, tout près. Je ne pensais pas que je m'en sortirais. Cette idée de mourir, c'était acquis. Ce qui me gênait, c'était de ne pas pouvoir voir mes filles entrer au CP, au collège,
J'espérais que mon mari s'en sortirait, pour bien leur expliquer pourquoi je n'étais pas là, que ce n'était pas de ma faute. J'étais plus sereine que dans la maison parce que mes filles n'étaient pas là. Comme ça, c'était plus facile d'envisager que j'allais mourir. Le lendemain du rapt, le ravisseur téléphone à 16h30 pour fixer au soir même la remise de la rançon. Les policiers font le forcing pour qu'Annie obtienne du ravisseur de repousser l'opération de quelques heures. Il pleuvait et la nuit allait tomber. Une filature de nuit, en zone rurale, c'est comme en Corse, impossible. Explique le commandant Folacci. On n'a pas dormi de la nuit. On a gardé la rançon car on avait peur que la mère s'échappe avec, en tentant un contact avec un autre téléphone qui aurait pu nous échapper. Arrive le jeudi matin. Le ravisseur a exigé que ce soit Annie qui remette la rançon pour sa fille. La voiture avait été sécurisée. Et comme l'expérience nous a appris qu'il y a souvent un jeu de piste où le ravisseur demande qu'on jette le portable, on lui en avait fourni d'autres. Pendant qu'elle roule, le malfaiteur lui demande d'aller jeter le sac avec l'argent sous le pont de Jonquière. L'information est aussitôt répercutée sur le terrain, où des policiers vont se cacher sous le pont bien avant que la rançon n'arrive. Mais ils font chou blanc, et l'angoisse monte. Pourquoi le ravisseur ne se montre-t-il pas ? Les policiers l'ignorent, mais à ce moment-là, Astrid a réussi à rassembler tout son courage pour tenter sa chance. Le jeudi, je l'ai senti très nerveux. J'étais pas tranquille. Plus ça traînait, plus j'avais des chances de mourir. Lorsqu'il part chercher la rançon, elle se dit qu'elle tient peut-être là l'ultime occasion. En crachant sur mes mains, j'ai réussi à faire glisser mes liens. Elle abaisse son bandeau, ce qu'elle voit la terrifie. Il y avait des cages accrochées au mur, avec des poules mortes et des rats qui sautaient pour les bouffer. Je me suis dit que j'allais me retrouver dans la cage d'à côté, avec ces rats qui allaient me bouffer, que j'allais mourir là et qu'on ne me retrouverait jamais. Elle écarte la bâche, comprend qu'elle est sous le vide sanitaire de la maison. Elle rampe dans un fourré, sous les ronces, certaine de recevoir une balle dans le dos, dira plus tard son avocate, maître Sophie Bottet. Et puis elle court pour fuir ce lotissement à la périphérie de Saint-Jean-de-la-Blaquière, un petit village du centre de l'Hérault. Elle frappe à une porte, à une autre, encore, jusqu'à ce qu'enfin on lui ouvre. Elle fonce s'enfermer dans la salle de bain, sous les yeux éberlués des habitants qui comprennent qu'il faut prévenir la police. Moins de 5 minutes après, une équipe de la PJ est là. Astrid leur montre le lieu où elle a été détenue. Quelques instants plus tard, lorsque les policiers arrivent en force, un homme, devant cette villa à moitié finie, les mains, face à terre. lève les mains en l'air et se couche sur le sol. Pour Astrid et sa famille, c'est un cauchemar qui s'achève. Il a duré 55 heures. Mais pour les enquêteurs, c'est le début d'une autre tâche. Comprendre qui est cet homme qui a organisé ce projet fou. Car ils le découvrent très vite, l'équipe des 17 malfaiteurs n'a jamais existé. Pas plus que le passé militaire du ravisseur. Il a pourtant une arme de poing, un 7,65, et plusieurs fusils de chasse qui sont aussitôt saisis. Face à eux, ils ont un artisan électricien, criblé de dettes, père de 4 enfants, qui a séquestré sous sa maison une jeune femme sans que personne ne s'en rende compte. Il s'appelle Fred Garcia. Il a 37 ans et n'a pratiquement jamais quitté ce coin de l'Hérault, entre Saint-Guiraud, son village natal, et Saint-Jean-de-la-Blaquière. Il a cumulé les accidents de mobilette et de moto. Il a fait de longs séjours à l'hôpital. Il a été pompier volontaire. Il a travaillé comme vigile. Et puis il s'est lancé comme artisan électricien en 2005. C'est un nouvel échec dans la vie de cet homme trapu au visage blafard
qui regarde beaucoup la télé. Son entreprise périclite, les huissiers menacent de saisir la grande villa qu'il construit tout en travaillant pour ses clients. Et c'est ainsi que naît cette incroyable idée, commettre un rapt pour se sortir de l'ornière. Je ne sais pas comment j'ai pu aller aussi loin. Je sais que j'ai détruit cette femme et que j'ai détruit cette famille. Dit-il au magistrat qui le place en détention après 2 jours de garde à vue. Une attitude qu'il va conserver jusqu'à son procès, qui s'ouvre le 16 novembre 2009 devant la cour d'assises de l'Hérault. Mais ses regrets pèsent bien peu face au bouleversant témoignage d'Astrid. 2 ans après les faits, la jeune femme est toujours dévastée par ce qu'elle a subi. Plus le temps passe, plus c'est dur. Explique-t-elle d'une voix blanche au juré. Je n'en vois pas le bout. J'essaie de donner le change, des fois ça va, des fois c'est le gouffre. Qu'attend-elle du procès, demande le président. Rien. Je suis fatiguée. Je voudrais ne pas être là. Je voudrais me cacher. L'avocat général demande 12 ans de réclusion criminelle. Et en défense, Maître Fung bataille. Qu'on ne lui fasse pas le procès d'un crime qu'il n'a pas commis, s'écrie-t-il, cherchant à écarter la question qui a plané sur toute l'audience. Qu'aurait fait Fred Garcia si l'otage ne s'était pas enfui? L'aurait-il libéré ou exécuté? La réponse des jurés est claire. 15 ans ferme, 3 de plus que ce que réclamait l'accusation. L'image de cette jeune femme dévastée, séquestrée parmi les rats, a marqué les esprits. Fred Garcia encaisse, mais fait appel, et se manifeste à nouveau de curieuse façon 1 an plus tard, en présentant à la justice une requête plutôt inhabituelle. C'est une demande qu'il présente avec beaucoup d'humilité, explique sa nouvelle avocate, maître Béatrice Seytar-Redon, à la cour d'appel de Montpellier. Actuellement, sa maison est en train de tomber en ruine. Le but, c'est qu'il sorte pendant quelques mois de détention, qu'il s'attache à finir cette maison, qu'il la vende immédiatement et exclusivement pour payer les victimes. Outre 15 ans de réclusion criminelle, le rapt a coûté à l'artisan déjà endetté près de 100 000 € de dommages et intérêts qu'il doit verser à sa victime et à ses proches. Il ne veut pas être libéré pour se faire plaisir, mais pour montrer aux victimes qu'il ne les oublie pas et qu'il veut les indemniser. Poursuit l'avocate. Dès que la maison sera en vente, il pourra retourner sereinement en prison pour purger sa peine. Et l'avocate de souligner la sincérité de la démarche de son client. Un travailleur acharné, quelqu'un qui ne peut s'empêcher de rendre service. Il a d'ailleurs refait la peinture de la moitié de la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones. Une remise en liberté ? Pas question, répondent la partie civile et l'avocat général. D'autant que cela reviendrait à vendre le lieu du crime pour indemniser la victime. La cour d'appel refuse. C'est donc avec les menottes que Fred Garcia se présente devant la cour d'assises de l'Aude en appel le 14 mai 2012. Ce geste crapuleux me ronge depuis 4 ans, assure-t-il. En prison, je m'inflige une double peine. Pas de promenade, pas d'école, pas de sport. En revanche, il se fait suivre par un psychiatre. Sa carapace se fissure, rassure son avocate, lorsque l'accusé lâche un aveu intime. Quand j'avais 8 ans, une personne qui venait en location a fait des agressions sur moi. Ça a duré jusqu'à mes 12 ans. Il n'en avait jamais parlé, pas plus que des violences paternelles, dans une enfance qu'il décrit comme détruite. Mais là encore, le témoignage d'Astrid, toujours en état de choc, et celui de son mari pèsent lourd. Quand elle est revenue, elle était en lambeaux, sous terre. Raconte ce dernier. On regarde dans le rétro quand on rentre chez nous. C'est un stress qu'on aura jusqu'à la mort. Ce traumatisme mental, cette destruction psychologique sont courants chez ceux qui ont subi ce type de rapt. C'est ce que rappelle à la barre le commandant Philippe Legac, l'autre négociateur présent auprès de la famille d'Astrid. L'enlèvement avec rançon fait partie des crimes les plus odieux.
La victime s'en remet rarement. La famille non plus. Ils vivent dans une angoisse qui peut difficilement se décrire. Même les négociateurs n'en sortent pas indemnes. Un message reçu 5 sur 5 par les jurés audois qui laissent la peine inchangée. Fred Garcia devra purger 15 ans de réclusion criminelle. Midi Libre.